Germinal, deuxième partie, chapitre 5. Chez Rasseneur, après avoir mangé une soupe, Étienne, remonté dans l'étroite chambre qu'il allait occuper sous le toit, en face du Voreux, était tombé sur son lit, tout vêtu, assommé de fatigue. En 2 jours, il n'avait pas dormi 4 heures. Quand il s'éveilla, au crépuscule, il resta étourdi un instant, sans reconnaître le lieu où il se trouvait. Et il éprouvait un tel malaise, une telle pesanteur de tête, qu'il se mit péniblement debout, avec l'idée de prendre l'air avant de dîner et de se coucher pour la nuit. Dehors, le temps était de plus en plus doux, le ciel de suie se cuivrait, chargé d'une de ces longues pluies du nord dont on sentait l'approche dans la tiédeur humide de l'air. La nuit venait par grandes fumées, noyant les lointains perdus de la plaine. Sur cette mer immense de terre rougeâtre, le ciel bas semblait se fondre en noire poussière, sans un souffle de vent à cette heure qui anima les ténèbres. C'était d'une tristesse blafarde et morte d'ensevelissement. Étienne marcha devant lui, au hasard, n'ayant d'autre but que de secouer sa fièvre. Lorsqu'il passa devant le Voreux, assombri déjà au fond de son trou, et dont pas une lanterne ne luisait encore, il s'arrêta un moment pour voir la sortie des ouvriers à la journée. Sans doute 6 heures sonnaient, des moulineurs, des chargeurs à l'accrochage, des palefreniers s'en allaient par bandes, mêlés aux filles du criblage, vagues et rieuses dans l'ombre. D'abord, ce furent la Brûlé et son gendre Pierron. Elle le querellait parce qu'il ne l'avait pas soutenu dans une contestation avec un surveillant pour son compte de pierre. « Oh, sacré chiffre, va! S'il est permis d'être un homme et de s'aplatir comme ça devant un de ces salauds qui nous mangent. » Pierron la suivait paisiblement, sans répondre. Il finit par dire « Fallait peut-être sauter sur le chef. Merci pour avoir des ennuis. »« Tends le derrière alors !» cria-t-elle. « Ah, nom de Dieu, si ma fille m'avait écouté. Ça ne suffit donc pas qu'il m'ait tué le père, tu voudrais peut-être que je dise merci. Non, vois-tu, j'aurai leur peau. » Les voix se perdirent. Étienne la regarda disparaître, avec son nez d'aigle, ses cheveux blancs envolés, ses longs bras maigres, qui gesticulaient furieusement. Mais derrière lui, la conversation de 2 jeunes gens lui fit prêter l'oreille. Il avait reconnu Zacharie, qui attendait là, et que son ami Mouquet venait d'aborder. « Arrives-tu » demanda celui-ci. « Nous mangeons une tartine, puis nous filons au volcan. »« Tout à l'heure, j'ai affaire. »« Quoi donc ?» Le moulineur se tourna et aperçut Philomène qui sortait du criblage. Il crut comprendre. « Ah bon, c'est ça. Alors je pars devant. »« Oui, je te rattraperai. » Mouquet, en s'en allant, se rencontra avec son père, le vieux Mouque, qui sortait aussi du Voreux. Et les 2 hommes se dirent simplement bonsoir. Le fils prit la grande route, tandis que le père filait le long du canal. Déjà, Zacharie poussait Philomène dans ce même chemin écarté, malgré sa résistance. Elle était pressée une autre fois, et ils se disputaient tous 2 en vieux ménage. Ça n'avait rien de drôle de ne se voir que dehors, surtout l'hiver, lorsque la terre est mouillée et qu'on n'a pas les blés pour se coucher dedans. « Mais non, ce n'est pas ça !» murmura-t-il impatienté. « J'ai à te dire une chose. » Il la tenait à la taille, il l'emmenait doucement. Puis, lorsqu'ils furent dans l'ombre du terri, il voulut savoir si elle avait de l'argent. « Pourquoi faire ?» demanda-t-elle. Lui alors s'embrouilla, parla d'une dette de 2 francs qui allait désespérer sa famille. « Tais-toi donc, j'ai vu Mouquet, tu vas encore au volcan, où il y a ces sales femmes de chanteuses. » Il se défendit, tapa sur sa poitrine, donna sa parole d'honneur. Puis, comme elle haussait les épaules, il dit brusquement « Viens avec nous si ça t'amuse. Tu vois que tu ne me déranges pas pour ce que j'en veux faire des chanteuses. Viens-tu » ? « Et le petit ?» répondit-elle. « Est-ce qu'on peut remuer avec un enfant qui crie toujours ? Laisse-moi entrer. Je parie qu'il ne s'entende plus à la maison. » Mais il la retint
il la supplia. Voyons, c'était pour ne pas avoir l'air bête devant Mouquet, auquel il avait promis. Un homme ne pouvait pas, tous les soirs, se coucher comme les poules. Vaincue, elle avait retroussé une basque de son caraco, elle coupait de l'ongle le fil et tirait des pièces de 10 sous d'un coin de la bordure. De crainte d'être volée par sa mère, elle cachait là le gain des heures qu'elle faisait en plus, à la fosse. « J'en ai 5, tu vois, dit-elle. Je veux bien t'en donner 3. Seulement, il faut me jurer que tu vas décider ta mère à nous marier. En voilà assez de cette vie en l'air. Avec ça, maman me reproche toutes les bouchées que je mange. Jure, jure d'abord. » Elle parlait de sa voix molle de grande fille maladive, sans passion, simplement lasse de son existence. Lui jura, cria que c'était une chose promise, sacrée. Puis, lorsqu'il tint les 3 pièces, il la baisa, la chatouilla, la fit rire, et il aurait poussé les choses jusqu'au bout, dans ce coin du terri qui était la chambre d'hiver de leur vieux ménage, si elle n'avait répété que non, que ça ne lui causerait aucun plaisir. Elle retourna au coron toute seule, pendant qu'il coupait à travers champs pour rejoindre son camarade. Étienne, machinalement, les avait suivis de loin, sans comprendre, croyant à un simple rendez-vous. Les filles étaient précoces aux fosses, et il se rappelait les ouvrières de l'île qui l'attendaient derrière les fabriques, ces bandes de filles gâtées dès 14 ans, dans les abandons de la misère. Mais une autre rencontre le surprit davantage. Il s'arrêta. C'était, en bas du terri, dans un creux où de grosses pierres avaient glissé, le petit Jeanlin qui rabrouait violemment Lydie et Bébert, assis l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. « Hein? Vous dites? Je vais ajouter une gifle pour chacun, moi, si vous réclamez. Qu'est-ce qui a eu l'idée, voyons ?» En effet, Jeanlin avait eu une idée. Après s'être, pendant 1 heure, le long du canal, roulé dans les prés en cueillant des pissenlits avec les 2 autres, il venait de songer, devant le tas de salade, qu'on ne mangerait jamais tout ça chez lui. Et au lieu de rentrer au coron, il était allé à Montsou, gardant Bébert pour faire le guet, poussant Lydie à sonner chez les bourgeois où elle offrait les pissenlits. Il disait, expérimenté déjà, que les filles vendaient ce qu'elles voulaient. Dans l'ardeur du négoce, le tas entier y avait passé. Mais la gamine avait fait 11 sous. Et maintenant, les manettes, tous 3 partageaient le gain. « C'est injuste, déclara Bébert. Faut diviser en 3. Si tu gardes 7 sous, nous n'en aurons plus que 2 chacun. »« De quoi injuste ?» répliqua Jeanlin furieux. « J'en ai cueilli davantage d'abord. » L'autre d'ordinaire se soumettait avec une admiration craintive, une crédulité qui le rendait continuellement victime. Plus âgé et plus fort, il se laissait même gifler. Mais cette fois, l'idée de tout cet argent l'excitait à la résistance. « N'est-ce pas, Lydie, il nous vole. S'il ne partage pas, nous le dirons à sa mère. » Du coup, Jeanlin lui mit le poing sous le nez. « Répète un peu. C'est moi qui irai dire chez vous que vous avez vendu la salade à maman. Et puis, bougre de bête, est-ce que je puis diviser 11 sous en 3? Et c'est pour voir, toi qui es malin. Voilà chacun vos 2 sous. Dépêchez-vous de les prendre ou je les recolle dans ma poche. » Dompté, Bébert accepta les 2 sous. Lydie, tremblante, n'avait rien dit, car elle éprouvait, devant Jeanlin, une peur et une tendresse de petite femme battue. Comme il lui tendait les 2 sous, elle avança la main avec un rire soumis, mais il se ravisa brusquement. « Hein? Qu'est-ce que tu vas fiche de tout ça? Ta mère te le chipera, bien sûr, si tu ne sais pas le cacher. Faut mieux que je le garde. Quand tu auras besoin d'argent, tu m'en demanderas. » Et les 9 sous disparurent. Pour lui fermer la bouche, il l'avait empoignée en riant. Il se roulait avec elle sur le terri. C'était sa petite femme. Ils s'essayaient ensemble dans les coins noirs, l'amour qu'ils entendaient et qu'ils voyaient chez eux, derrière les cloisons, par les fentes des portes. Ils savaient tout, mais ils ne pouvaient guère, trop jeunes, tâtonnant, jouant pendant des heures à des jeux de petits chiens vicieux. Lui appelait ça « faire papa et maman ».
et quand il l'emmenait, elle galopait, elle se laissait prendre avec le tremblement délicieux de l'instinct, souvent fâché, mais cédant toujours dans l'attente de quelque chose qui ne venait point. Comme Bébert n'était pas admis à ces parties-là et qu'il recevait une bourrade dès qu'il voulait tâter de Lydie, il restait gêné, travaillé de colère et de malaise, quand les deux autres s'amusaient, ce dont il ne se gênait nullement en sa présence. Aussi n'avait-il qu'une idée, les effrayer, les déranger en leur criant qu'on les voyait. « C'est foutu, v'là un homme qui regarde !» Cette fois, il ne mentait pas. C'était Étienne qui se décidait à continuer son chemin. Les enfants bondirent, se sauvèrent, et il passa, tournant le terri, suivant le canal, amusé de la belle peur de ses polissons. Sans doute, c'était trop tôt à leur âge. Mais quoi? Ils en voyaient tant, ils en entendaient de si raides qu'il aurait fallu les attacher pour les tenir. Au fond, cependant, Étienne devenait triste. 100 pas plus loin, il tomba encore sur des couples. Il arrivait à Réquillart, et là, autour de la vieille fosse en ruine, toutes les filles de Montsou rôdaient avec leurs amoureux. C'était le rendez-vous commun, le coin écarté et désert, où les herscheuses venaient faire leur premier enfant, quand elles n'osaient se risquer sur le carin. Les palissades rompues ouvraient à chacun l'ancien carreau, changé en un terrain vague, obstrué par les débris de 2 hangars qui s'étaient écroulés, et par les carcasses des grands chevalets restés debout. Des berlines hors d'usage traînaient. D'anciens bois à moitié pourris entassaient des meules, tandis qu'une végétation de rue reconquérait ce coin de terre, s'étalait en herbe épaisse, jaillissait en jeunes arbres déjà forts. Aussi, chaque fille s'y trouvait-elle chez elle. Il y avait des trous perdus pour toutes. Les galants les culbutaient sur les poutres, derrière les bois, dans les berlines. On se logeait quand même, coudes à coudes, sans s'occuper des voisins. Et il semblait que ce fût, autour de la machine éteinte, près de ce puits là de dégorger de la houille, une revanche de la création, le libre amour, qui, sous le coup de fouet de l'instinct, plantait des enfants dans les ventres de ces filles, à peine femmes. Pourtant, un gardien habitait là, le vieux Mouque, auquel la compagnie abandonnait, presque sous le beffroi détruit, 2 pièces que la chute attendue des dernières charpentes menaçait d'un continuel écrasement. Il avait même dû étayer une partie du plafond, et il y vivait très bien, en famille, lui et Mouquet dans une chambre, la Mouquette dans l'autre. Comme les fenêtres n'avaient plus une seule vitre, il s'était décidé à les boucher en clouant des planches. On ne voyait pas clair, mais il faisait chaud. Du reste, ce gardien ne gardait rien. Allait soigner ses chevaux au Voreux, ne s'occupait jamais des ruines de Réquillart, dont on conservait seulement le puits pour servir de cheminée à un foyer qui aérait la fosse voisine. Et c'était ainsi que le père Mouque achevait de vieillir au milieu des amours. Dès 10 ans, la Mouquette avait fait la culbute dans tous les coins des décombres. Non en galopine effarouchée et encore verte comme Lydie, mais en fille déjà grasse, bonne pour des garçons barbus. Le père n'avait rien à dire, car elle se montrait respectueuse. Jamais elle n'introduisait un galant chez lui. Puis, il était habitué à ces accidents-là. Quand il se rendait au Voreux ou qu'il en revenait, chaque fois qu'il sortait de son trou, il ne pouvait risquer un pied sans le mettre sur un couple dans l'herbe. Et c'était pis s'il voulait ramasser du bois pour sa soupe ou chercher des gletterons pour son lapin à l'autre bout du clos. Alors, il voyait se lever un à un les nez gourmands de toutes les filles de Montsou, tandis qu'il devait se méfier de ne pas buter contre les jambes tendues au ras des sentiers. D'ailleurs, peu à peu, ces rencontres-là n'avaient plus dérangé personne, ni lui qui veillait simplement à ne pas tomber, ni les filles qu'il laissait achever leur affaire, s'éloignant à petits pas discrets, en brave homme paisible devant les choses de la nature. Seulement, de même qu'elle le connaissait à cette heure, lui avait également fini par les connaître, ainsi que l'on connaît les
pie polissonne qui se débauche dans les poiriers des jardins. Ah, cette jeunesse, comme elle en prenait, comme elle se bourrait. Parfois, il hochait le menton avec des regrets silencieux, en se détournant des gaillardes bruyantes, soufflant trop haut au fond des ténèbres. Une seule chose lui causait de l'humeur. 2 amoureux avaient pris la mauvaise habitude de s'embrasser contre le mur de sa chambre. Ce n'était pas que ça l'empêchait de dormir, mais il poussait si fort qu'à la longue il dégradait le mur. Chaque soir, le vieux Mouque recevait la visite de son ami, le père Bonnemort, qui régulièrement, avant son dîner, faisait la même promenade. Les 2 anciens ne se parlaient guère, échangeaient à peine 10 paroles pendant la demi-heure qu'ils passaient ensemble. Mais cela les égayait d'être ainsi, de songer à de vieilles choses qu'ils remâchaient en commun, sans avoir besoin d'en causer. À Réquillart, ils s'asseyaient sur une poutre, côte à côte, lâchaient un mot, puis partaient pour leur rêvasserie, le nez vers la terre. Sans doute, ils redevenaient jeunes. Autour d'eux, des galants troussaient leurs amoureuses, des baisers et des rires chuchotaient, une odeur chaude de filles montait dans la fraîcheur des herbes écrasées. C'était déjà derrière la fosse, 43 ans plus tôt, que le père Bonnemort avait pris sa femme, une herscheuse si chétive qu'il la posait sur une berline pour l'embrasser à l'aise. Ah, et il y avait beau temps. Et les 2 vieux, branlant la tête, se quittaient enfin, souvent même sans se dire bonsoir. Ce soir-là, toutefois, comme Étienne arrivait, le père Bonnemort, qui se levait de la poutre pour retourner au coron, disait à Mouque: « Bonne nuit, vieux. Dis donc, tu as connu la Roussie ?» Mouque resta un instant muet, dodelina les épaules, puis, en rentrant dans sa maison, « bonne nuit, vieux. » Étienne, à son tour, vint s'asseoir sur la poutre. Sa tristesse augmentait sans qu'il sût pourquoi. Le vieil homme, dont il regardait disparaître le dos, lui rappelait son arrivée du matin, le flot de paroles que l'énervement du vent avait arraché à ce silencieux. Que de misère! Et toutes ces filles, éreintées de fatigue, qui étaient encore assez bêtes le soir pour fabriquer des petits, de la chair à travail et à souffrance. Jamais ça ne finirait si elles s'emplissaient toujours de meurtre de faim. Est-ce qu'elles n'auraient pas dû plutôt se boucher le ventre, serrer les cuisses, ainsi qu'à l'approche du malheur? Peut-être ne remuait-il confusément ses idées moroses que dans l'ennui d'être seul, lorsque les autres, à cette heure, s'en allaient 2 à 2 prendre du plaisir. Le temps mou l'étouffait un peu. Des gouttes de pluie, rares encore, tombaient sur ses mains fiévreuses. Ouais, toutes y passaient. C'était plus fort que la raison. Justement, comme Étienne restait assis, immobile dans l'ombre, un couple qui descendait de Montsou le frôla sans le voir, en s'engageant dans le terrain vague de Réquillart. La fille, une pucelle bien sûr, se débattait, résistait avec des supplications basses, chuchotées. Tandis que le garçon, muet, la poussait quand même vers les ténèbres d'un coin de hangar, demeuré debout, sous lequel d'anciens cordages moisis s'entassaient. C'étaient Catherine et le grand Chaval. Mais Étienne ne les avait pas reconnus au passage, et il les suivait des cieux. Il guettait la fin de l'histoire, pris d'une sensualité qui changeait le cours de ses réflexions. Pourquoi serait-il intervenu? Lorsque les filles disent non, c'est qu'elles aiment à être bourrées d'abord. En quittant le coron des 240, Catherine était allée à Montsou par le pavé. Depuis l'âge de 10 ans, depuis qu'elle gagnait sa vie à la fosse, elle courait ainsi le pays toute seule, dans la complète liberté des familles de houilleurs. Et si aucun homme ne l'avait eue à 15 ans, c'était grâce à l'éveil tardif de sa puberté dont elle attendait encore la crise. Quand elle fut devant les chantiers de la compagnie, elle traversa la rue et entra chez une blanchisseuse où elle était certaine de trouver la Mouquette, car celle-ci vivait là,
avec des femmes qui se payaient des tournées de café du matin au soir. Mais elle eut un chagrin. La Mouquette, précisément, avait régalé à son tour, si bien qu'elle ne put lui prêter les 10 sous promis. Pour la consoler, on lui offrit vainement un verre de café tout chaud. Elle ne voulut même pas que sa camarade empruntât à une autre femme. Une pensée d'économie lui était venue, une sorte de crainte superstitieuse, la certitude que, si elle l'achetait maintenant, ce ruban lui porterait malheur. Elle se hâta de reprendre le chemin du Coron, et elle était aux dernières maisons de Montsou lorsqu'un homme, sur la porte de l'estaminet Piquette, l'appela. « Hé, Catherine, où cours-tu si vite ?» C'était le grand Chaval. Elle fut contrariée, non qu'il lui déplut, mais parce qu'elle n'était pas en train de rire. « Entre donc boire quelque chose, un petit verre de doux, veux-tu ?» Gentiment, elle refusa. La nuit allait tomber, on l'attendait chez elle. Lui s'était avancé, la suppliait à voix basse au milieu de la rue. Son idée, depuis longtemps, était de la décider à monter dans la chambre qu'il occupait au premier étage de l'estaminet Piquette, une belle chambre qui avait un grand lit pour un ménage. Il lui faisait donc peur qu'elle refusait toujours. Elle, bonne fille, riait, disait qu'elle monterait la semaine où les enfants ne poussent pas. Puis, d'une chose à une autre, elle en arriva, sans savoir comment, à parler du ruban bleu qu'elle n'avait pu acheter. « Mais je vais t'en payer un, moi !» cria-t-il. Elle rougit, sentant qu'elle ferait bien de refuser encore. Travaillait au fond du gros désir d'avoir son ruban. L'idée d'un emprunt lui revint. Elle finit par accepter, à la condition qu'elle lui rendrait ce qu'il dépenserait pour elle. Cela les fit plaisanter de nouveau. Il fut convenu que, si elle ne couchait pas avec lui, elle lui rendrait l'argent. Mais il y eut une autre difficulté quand il parla d'aller chez Maigrat. « Non, pas chez Maigrat, maman me l'a défendu. »« Laisse donc, est-ce qu'on a besoin de dire où l'on va? C'est lui qui tient les plus beaux rubans de Montsou. » Lorsque Maigrat vit entrer dans sa boutique le grand Chaval et Catherine, comme deux galants qui achètent leurs cadeaux de noces, il devint très rouge. Il montra ses pièces de ruban bleu avec la rage d'un homme dont on se moque. Puis, les jeunes gens servis, il se planta sur la porte pour les regarder s'éloigner dans le crépuscule. Et, comme sa femme venait d'une voix timide lui demander un renseignement, il tomba sur elle, l'injuria, cria qu'il ferait se repentir un jour le sale monde qui manquait de reconnaissance, lorsque tous auraient dû être par terre à lui lécher les pieds. Sur la route, le grand Chaval accompagnait Catherine. Il marchait près d'elle, le bras ballant. Seulement, il la poussait de la hanche. Il la conduisait, sans en avoir l'air. Elle s'aperçut tout d'un coup qu'il lui avait fait quitter le pavé et qu'ils s'engageaient ensemble dans l'étroit chemin de Réquillart. Mais elle n'eut pas le temps de se fâcher. Déjà, il la tenait à la taille. Il l'étourdissait d'une caresse de mots continus. Était-elle bête d'avoir peur? Est-ce qu'il voulait du mal à un petit mignon comme elle, aussi douce que de la soie, si tendre qu'il l'aurait mangée? Et il lui soufflait derrière l'oreille, dans le cou, et lui faisait passer un frisson sur toute la peau du corps. Elle, étouffée, ne trouvait rien à répondre. C'était vrai qu'il semblait l'aimer. Le samedi soir, après avoir éteint la chandelle, elle s'était justement demandé ce qu'il arriverait s'il la prenait ainsi. Puis, en s'endormant, elle avait rêvé qu'elle ne disait plus non, toute lâche de plaisir. Pourquoi donc, à la même idée aujourd'hui, éprouvait-elle une répugnance et comme un regret? Pendant qu'il lui chatouillait la nuque avec ses moustaches, si doucement qu'elle en fermait les yeux, l'ombre d'un autre homme, du garçon entrevu le matin, passait dans le noir de ses paupières closes. Brusquement, Catherine regarda autour d'elle. Chaval l'avait conduite dans les décombres de Réquillart, et elle eut un recul frissonnant devant les ténèbres du hangar effondré. « Oh non,
murmura-t-elle. « Je t'en prie, laisse-moi !» La peur du mal l'affolait, cette peur qui raidit les muscles dans un instinct de défense, même lorsque les filles veuillent bien et qu'elles sentent l'approche conquérante de l'homme. Sa virginité, qui n'avait rien à apprendre pourtant, s'épouvantait, comme à la menace d'un coup, d'une blessure dont elle redoutait la douleur encore inconnue. « Non, non, je ne veux pas. Je te dis que je suis trop jeune. Vrai, plus tard, quand je serai faite au moins. » Il grogna sourdement. « Bête, rien à craindre alors. Qu'est-ce que ça te fiche ?» Mais il ne parla pas davantage. Il l'avait empoignée solidement, il la jetait sous le hangar. Et elle tomba à la renverse sur les vieux cordages. Elle cessa de se défendre, subissant le mal avant l'âge, avec cette soumission héréditaire qui, dès l'enfance, culbutait en plein vent les filles de sa race. Ses bégaiements effrayés s'éteignirent, on n'entendit plus que le souffle ardent de l'homme. Étienne, cependant, avait écouté, sans bouger. Encore une qui faisait le saut. Et maintenant qu'il avait vu la comédie, il se leva, envahi d'un malaise, d'une sorte d'excitation jalouse où monta de la colère. Il ne se gênait plus, il enjambait les poutres, car ces deux-là étaient bien trop occupés à cette heure pour se déranger. Aussi fut-il surpris, lorsqu'il eut fait une centaine de pas sur la route, de voir, en se tournant, qu'ils étaient debout déjà, et qu'ils paraissaient comme lui revenir vers le coron. L'homme avait repris la fille à la taille, la serrant d'un air de reconnaissance, lui parlant toujours dans le cou. Et c'était elle qui semblait pressée, qui voulait rentrer vite, l'air fâché surtout du retard. Alors, Étienne fut tourmenté d'une envie, celle de voir leur figure. C'était imbécile, il hâta le pas pour ne point y céder. Mais ses pieds se ralentissaient d'eux-mêmes. Il finit, au premier réverbère, par se cacher dans l'ombre. Une stupeur le cloua lorsqu'il reconnut au passage Catherine et le grand Chaval. Il hésitait d'abord. Était-ce bien elle, cette jeune fille en robe gros bleu avec ce bonnet? Était-ce le galopin qu'il avait vu en culotte, la tête serrée dans le béguin de toile? Voilà pourquoi elle avait pu le frôler sans qu'il la devinât. Mais il ne doutait plus. Il venait de retrouver ses yeux, la limpidité verdâtre de cette eau de source, si claire et si profonde. Quel catin! Et il éprouvait un furieux besoin de se venger d'elle, sans motif, en la méprisant. D'ailleurs, ça ne lui allait pas d'être en fille, elle était affreuse. Lentement, Catherine et Chaval étaient passés. Il ne se savait point guetter de la sorte. Lui la retenait pour la baiser derrière l'oreille, tandis qu'elle recommençait à s'attarder sous les caresses qui la faisaient rire. Resté en arrière, Étienne était bien obligé de les suivre, irrité de ce qu'il barrait le chemin, assistant quand même à ces choses dont la vue l'exaspérait. C'était donc vrai ce qu'elle lui avait juré le matin. Elle n'était encore la maîtresse de personne. Et lui, qui ne l'avait pas cru, qui s'était privé d'elle pour ne pas faire comme l'autre, et lui qui venait de se la laisser prendre sous le nez, qui avait poussé la bêtise jusqu'à s'égayer salement à les voir. Cela le rendait fou. Il serrait les poings. Il aurait mangé cet homme dans un de ses besoins de tuer où il voyait rouge. Pendant une demi-heure, la promenade dura. Lorsque Chaval et Catherine approchèrent du Voreux, ils ralentirent encore leur marche. Ils s'arrêtèrent 2 fois au bord du canal, 3 fois le long du terri, très gais maintenant, s'amusant à de petits jeux tendres. Étienne devait s'arrêter lui aussi, faire les mêmes stations de peur d'être aperçu. Il s'efforçait de n'avoir plus qu'un regret brutal. Ça lui apprendrait à ménager les filles par bonne éducation. Puis, après le Voreux, libre enfin d'aller dîner chez Rasseneur, il continua de les suivre. Il les accompagna au coron, demeuré là, debout dans l'ombre, pendant un quart d'heure, à attendre que Chaval laissa Catherine rentrer chez elle. Et lorsqu'il fut bien sûr qu'ils n'étaient plus ensemble, il marcha de nouveau,
il poussa très loin sur la route de Marchiennes, piétinant, ne songeant à rien, trop étouffé et trop triste pour s'enfermer dans une chambre. 1 heure plus tard seulement, vers 9 heures, Étienne retraversa le coron, en se disant qu'il fallait manger et se coucher s'il voulait être debout le matin à 4 heures. Le village dormait déjà, tout noir dans la nuit. Pas une lueur ne glissait des persiennes closes. Les longues façades s'alignaient avec le sommeil pesant des casernes qui ronflent. Seul un chat se sauva au travers des jardins vides. C'était la fin de la journée, l'écrasement des travailleurs tombant de la table au lit, assommés de fatigue et de nourriture. Chez Rasseneur, dans la salle éclairée, un machineur et 2 ouvriers du jour buvaient des chopes. Mais, avant de rentrer, Étienne s'arrêta, jeta un dernier regard aux ténèbres. Il retrouvait la même immensité noire que le matin, lorsqu'il était arrivé par le grand vent. Devant lui, le voreux s'accroupissait de son air de bête mauvaise, vague, piqué de quelques lueurs de lanterne. Les 3 brasiers du terri brûlaient en l'air, pareils à des lunes sanglantes, détachant par instants les silhouettes démesurées du père Bonnemort et de son cheval jaune. Et au-delà, dans la plaine rase, l'ombre avait tout submergé. Montsou, Marchiennes, la forêt de Vandame, la vaste mer de betteraves et de blé, où ne luisaient plus, comme des phares lointains, que les feux bleus des hauts fourneaux et les feux rouges des fours à coque. Peu à peu, la nuit se noyait, la pluie tombait maintenant, lente, continue, abîmant ce néant au fond de son ruissellement monotone. Tandis qu'une seule voix s'entendait encore, la respiration grosse et lente de la machine d'épuisement qui, jour et nuit, soufflait